Le retour de James Winston. Yes. Retour de James. Ah là là, il nous avait tellement manqué. Ah, on ne pouvait pas se passer de lui sur cette saison 2020. James Winston, l'ancien numéro 1 de draft, sera de retour. Starter probablement. Taysom Hill peut-être. On va en parler. À la place de Drew Brees qui s'est malheureusement blessé le week-end dernier. Blessure donc de Drew Brees qui s'est pris un choc avec un défenseur qui l'a un peu, comment dire, aplati, je sais pas comment dire, foutu par terre globalement. Résultat, côte cassée, out 2 à 3 semaines pour Drew Brees. Calendrier des Saints, tout de suite, ils vont jouer les Falcons. Pas évident, les Falcons, on l'a dit, une des meilleures équipes au bilan déficitaire. J'en parlais dans un des derniers podcasts. Puis les Broncos, jamais évident de jouer la défense de Vic Fangio, mais enfin ils sont quand même largement favoris les Saints. Puis les Falcons. Donc pas donné, ça reste des matchs de division. On sait que les matchs de division c'est souvent source de surprise, que les équipes se connaissent très bien. Alors parlons de James. Euh, James Winston donc, qui a fait la majeure partie de sa carrière chez les Buccaneers, drafté numéro 1 de draft, donc partant de pas bête. Super prospect à l'époque, en concurrence avec Marcus Mariota, qui lui se fera drafter en deuxième position par les Titans de Tennessee. Force est de constater, c'est la draft 2015, force est de constater que 5 ans plus tard, les deux ne sont plus starters en NFL. Puisque Marcus Mariota s'est fait bencher l'année dernière à Tennessee en faveur de Ryan Tannehill. Et Jameis Winston, les Bucks n'ont pas voulu prolonger l'aventure et se sont tournés vers Tom Brady. En même temps, comment leur en vouloir? Jameis Winston qui sort quand même d'une saison relativement exécrable avec les Buccaneers. C'est le premier quarterback de l'histoire à lancer 30 touchdowns, mais aussi plus de 30 interceptions dans la même année. Un gros penchant pour les turnovers qui a été l'une des deux critiques majeures envers Jameis. C'était d'une part qui donnait trop la balle à l'adversaire et d'autre part son manque de leadership. Il y a eu quelques affaires extra-sportives, quelques problèmes au sein du vestiaire quand il était chez les Bucks. Je pense qu'en passant chez les Saints, en ayant Drew Brees dans le viseur tous les jours, Drew Brees qui t'apprend un peu comment être, je veux dire, Drew Brees, non seulement tu le vois jouer au poste de quarterback, tu prends des notes parce que le mec, il a masterisé la position depuis des années. Et s'il est tout simplement dans le débat du GOAT, il l'est pas vraiment parce que malheureusement, Tom Brady a juste tué le débat parce que le mec a 6 bagues. Enfin, Drew Brees en termes de talent, de capacité à être le leader d'une équipe et tout simplement en termes de précision, je veux dire, à la passe, le mec il a des taux de completion qui sont hallucinants. Un des meilleurs quarterbacks de l'histoire, très certainement sur le Mont Rushmore des quarterbacks all time. Donc forcément, James, je pense que rien qu'en une demi-saison, il a beaucoup appris de Drew sur comment jouer ce poste. Mais surtout, je pense qu'il a beaucoup appris de l'éthique de travail de Drew Brees. Combien de fois on a vu des photos postées par les Saints en mode premier arrivé à l'entraînement ou genre, tiens, regardez qui est encore dans le building. Et t'as Drew Brees à 23h en train de répéter des snaps avec son center pour être sûr qu'il n'y aura pas de conneries le dimanche dans le match. Enfin, c'est ce gars-là, Drew Brees, quand même. C'est un exemple, c'est un vrai exemple à suivre. Au-delà d'être un mec formidable, on se souvient tous quand il pète leur corps de touchdown, il va voir ses enfants au bord du terrain, il leur dit les gars, si vous bossez, il n'y a rien qui est impossible. Enfin bref, incroyable. Alors que les mecs ont 5 piges, ils comprennent rien. Enfin bon, bref. C'est encore autre chose. Mais enfin, James, donc, je pense, en une demi-saison, a beaucoup appris de Drew Brees. Drew Brees. J'étais très content, moi, quand j'ai vu James signer chez les Saints, parce que James, au contraire de Marcus Mariota,
j'ai déjà regardé des matchs de Jameis où je me suis dit, putain, le mec a un vrai talent, le mec pourrait être un franchise. J'ai rarement regardé des matchs de Marcus Mariota en me disant, putain, le mec a un vrai talent, c'est complètement un franchise quarterback. Très rarement. Même, très honnêtement, je n'ai aucun souvenir de match de Marcus Mariota où je me suis dit, le mec est un franchise quarterback. J'ai clairement des souvenirs de matchs de Jameis Winston où je me suis dit, putain, la vache, quand même, il a un talent, le gars, quoi. Il a un vrai talent. De toute façon, ça se voit sur le nombre de touchdowns qu'il a lancé par rapport à Mariota. Enfin, on n'est pas là pour faire la comparaison avec Mariota, même s'ils ont été draftés 1 et 2. Le fait est que Jameis, donc, pour moi, était un talent qui restait encore à développer, un diamant qu'il fallait encore polir. Certes, il lance plus de 30 interceptions, mais il lance aussi 30 touchdowns, quoi. C'est pas rien en NFL d'arriver à faire ça. Donc le mec a du talent, le mec sait lancer la balle, le mec sait lire des défenses. Il a du problème en termes de decision making, c'est sûr. Il était aussi peut-être dans une situation, faut quand même se rappeler que le Tampa Bay de Jameis, c'est pas le Tampa Bay actuel de Tom Brady, hein, rien à voir, notamment en termes de défense. Il était souvent dans des situations où il menait pas dans le match. Alors, c'était aussi parfois de sa faute, hein, puisque il lançait 2 interceptions dès le premier quart. C'est sûr que tu te retrouves mené 14-0, c'est un peu chiant. Donc, il avait tendance à forcer un peu, il avait tendance un peu à s'accrocher à la balle. C'est assez similaire finalement à Carson Wentz cette saison. Toujours vouloir forcer le play, toujours vouloir chercher absolument à forcer la balle vers son receveur, alors que de temps en temps, faut juste pas se prendre la tête. Tu jettes la balle en dehors du terrain, tu passes au play d'après, quoi. Et ça, Jameis, il l'a jamais vraiment compris. En tout cas, peut-être qu'il a compris, mais il l'a jamais mis en application sur le terrain. Et quand j'ai vu qu'il signait chez les Saints, j'étais vraiment super content pour lui parce que comme je le dis encore, Jameis Winston, c'est un talent. C'est un talent. C'est pas un bust complet. Alors évidemment, par rapport à sa place de numéro un draft, c'est un bust pour l'instant. C'est un bust au regard de l'histoire de la NFL. Maintenant, c'est un talent. Je veux dire, déjà Marcus Russell, il a été numéro un de draft. C'est un bust parce qu'il a été pris numéro un alors qu'il n'avait pas le niveau, mais c'est aussi et surtout un bust parce que ce mec-là n'avait tout simplement pas le talent, n'avait pas le niveau pour jouer en NFL. Jameis Winston a le talent pour jouer en NFL. Je crois que là-dessus, c'est clair et net. Et je pense que c'est pas anodin qu'un gars comme Sean Payton, quand même, se soit positionné sur le dossier Jameis Winston une fois qu'il s'est fait lâcher par les Bucks. Sean Payton, il a Drew Brees sous les yeux tous les jours. Il a évidemment une relation privilégiée avec lui. Il sait que Drew sera pas éternel. Il a besoin de prévoir son remplaçant à l'avenir, en tout cas sur le moyen terme, parce qu'on peut imaginer que Drew Brees mette fin à sa carrière d'ici 2, 3, peut-être 5 ans max. Ça me paraîtrait déjà énorme. Il est quand même bien vieux, Drew Brees. Il évolue toujours à un top niveau, hein, Drew Brees. Attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le fait est qu'il est vieux. Peut-être aussi qu'il a envie de passer à autre chose. Je serais pas étonné, je me faisais la réflexion. Parce que les Saints sont vraiment des contenders cette année. Et je suis hyper impressionné par leur défense. On va en parler. Je serais pas étonné, moi, de voir Drew Brees prendre une bague cette année et un peu à la Peyton Manning dire bah voilà, c'était mon dernier match, je pars sur ma deuxième bague, merci, au revoir. Donc, Sean Payton, il sait tout ça, et en plus, il prend Jameis Winston alors qu'il y a déjà Taysom Hill dans le roster. Donc Taysom Hill, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais bon, je sais pas où vous étiez si vous ne connaissez pas Taysom Hill. Taysom Hill, donc numéro 7, quarterback couteau suisse absolu des Saints. Je trouve que c'est un super joueur. J'avais un peu de mal au début avec ce concept de quarterback qui peut aussi jouer running back, qui peut aussi jouer receveur, qui est capable de bloquer. Je me disais, bon, je sais pas, est-ce que être moyen
dans beaucoup de choses, c'est mieux que d'être pas bon dans plein de choses, mais au moins très bon au poste de quarterback. Je veux dire, moi, mon quarterback, j'ai envie qu'il soit quarterback. Je veux pas qu'il soit running back, receveur ou autre. Bon, bah, Taysom Hill, il sait tout faire. Il a le physique pour aussi, il faut le dire. Mais il a montré, alors le sample est assez petit, hein, mais il a montré qu'il savait lancer la balle. C'est quand même un vrai quarterback à la base. C'est une vraie option en dual threat parce qu'il sait aussi courir. Et il sait même jouer receveur. Donc le gars sait tout faire. Beaucoup, beaucoup de fans notamment, mais aussi en interne chez les Saints, militaient pour que Taysom Hill soit le successeur de Drew Brees. Sean Payton, il a un peu dit non à ça en ramenant Jameis Winston. C'est aussi un signe de confiance et ça montre à quel point Sean Payton valorise, je pense, Jameis Winston parce qu'il s'est dit ok, j'ai Taysom Hill, j'ai quand même Drew Brees starter, Taysom Hill en backup, mais non, je vais aller chercher Jameis Winston pour qu'il soit mon backup. C'est pas rien. C'est pas rien. Je veux dire, c'est Sean Payton qui fait ce move, quand même. Je veux dire, un des meilleurs coachs offensifs de l'histoire. Tout de même, Sean Payton, quand même, respect. Donc, ça en dit long, je trouve, sur la confiance de Payton envers Jameis Winston. Je trouve que Jameis colle parfaitement à la mentalité de Sean Payton, qui est un coach ultra agressif. Je pense que Sean Payton, quand il voit Jameis Winston, avant de voir les interceptions, il voit d'abord les touchdowns, il voit d'abord le potentiel. Maintenant, j'ai trouvé super intéressant la façon dont il a utilisé dans le match de ce week-end. Juste c'était contre les Niners, donc après la blessure de Drew Brees. Donc Drew Brees prend un choc donc en première mi-temps, comme je vous ai dit. Il continue à jouer blessé, hein, donc le gars joue quand même blessé avec deux côtes pétées. Pété, fêlé, hein, on sait pas trop. On revient de la mi-temps. Drew Brees est sideline, donc sur le côté, et c'est Jameis qui prend le match en main. Payton l'a vraiment super bien managé. Pas d'erreur de Jameis. Que des lancers super safe. Petite crossing route pour le tight end. Camara dans le backfield. Petit fade sur le côté. Vraiment super safe. Je sais même pas si je l'ai vu lancer la balle. Je sais même pas s'il a tenté une deep ball. En même temps, le score ne s'y prêtait pas. Les Saints avaient vraiment le match en main. Donc je l'ai trouvé super intéressant dans sa façon de manager Winston. La question c'est est-ce que, parce que là clairement en fait, donc Winston rentre dans le match, je pense que ce que se dit Payton c'est ok, on a le match en main, c'est Jameis Winston, il a un penchant pour les turnovers, ce serait quand même con de changer le momentum et de relancer les Niners grâce à une interception, je vais pas lui faire lancer la balle plus loin que 10 yards. C'est un peu l'idée. Est-ce que c'est une espèce de formule qui va suivre dans les deux-trois matchs que va jouer Jameis? Ou est-ce qu'il va un peu ouvrir le playbook et le laisser tenter des lancers un peu plus agressifs, un peu plus deep ball ou dans des tight windows? À voir. J'opte, je penche plutôt pour la deuxième option. Je pense que Payton va évidemment manager Winston, notamment dans les débuts de match. Ça m'étonnerait qu'on voit Jameis tenter une deep ball dès le premier drive. Je pense qu'il va bien le manager, mais je pense aussi qu'il le laissera être Jameis Winston, et c'est-à-dire un mec qui a quand même un vrai bras de malade, un bras de NFL, quoi. Il peut vraiment la push down the field, comme on dit aux States, et qu'il le laissera un peu être lui-même et être agressif. Parce que de toute façon, c'est dans la nature de Sean Payton. Maintenant, Jameis Winston, il y a plusieurs scénars en fait. Il y a le scénario où ça se passe pas bien, et où il nous fait du Jameis, donc des interceptions, des turnovers, des fumbles, il s'accroche à la balle, il fait des erreurs de lecture, tout ce qu'on a vu de Jameis pendant 5 ans à Tampa Bay.
Ça, c'est un mauvais scénario. Je pense que les Saints peuvent quand même gagner le match malgré ça parce qu'ils ont une défense suffocante. Je crois que c'est le moment d'en parler. La défense des Saints, impressionnante contre les Buccaneers. On va pas revenir sur la branlée qu'ils ont mis aux Buccaneers 38-3. Une démonstration tant de l'attaque, mais aussi et surtout de la défense. Vraiment. Contre les Niners, pareil, les limites à 13 points. Alors oui, c'était les Niners de Nick Mullens. C'est aussi les Niners de Kyle Shanahan. C'est toujours satisfaisant de limiter une équipe de Shanahan à 13 points. Cameron Jordan évolue à un niveau All-Pro. Il est incroyable. Ce sera un Pro Bowler sûr. All-Pro certainement. Marcus Davenport fait beaucoup de bien depuis qu'il est de retour également. Vraiment, il y a une bonne pénétration également au milieu pour les Saints. Vraiment, toute leur défense se met au diapason. Marshawn Lattimore a retrouvé son niveau de sa saison rookie, hein, où il avait vraiment explosé. Ils ont ajouté quand même Kawan Alexander à la trade deadline, ancien linebacker des Niners, un mec vraiment avec un gros talent, gros moteur, très bon contre le run, très physique. Maintenant, il va former un duo avec Demario Davis. Attention quand même à cette défense des Saints, quoi. Là, il y a du talent à tous les étages, là, hein. Quand même, hein. Quand même, hein. Franchement, le front seven des Saints, ouh, il fait peur. Le petit Onyamata, là, je dois sûrement mal prononcer son nom. Le nose tackle, là, dans les tranchées, super bien. Aidé par Davenport, aidé par par Cameron Jordan. Derrière, il y a Kawan Alexander et Demario Davis. Attention, la défense est quarterbackée par Malcolm Jenkins qui rate pas un snap, qui a une expérience de fou malade, qui était vraiment la super addition de la free agency des Saints. Super addition, Malcolm Jenkins, c'est exactement ce qu'il fallait à ce backfield qui est relativement jeune quand même. Franchement, les Saints ont une défense incroyable et les Saints ne laisseront pas Jameis Winston tomber. Même si Jameis Winston rate son match, s'il fait un touchdown, deux inter, je pense quand même que les Saints peuvent se démerder pour gagner les matchs, notamment contre les Broncos et même contre les Falcons. C'est des matchs de division, donc c'est quand même toujours particulier. Enfin, on a du mal à voir les Saints perdre contre les Falcons. Euh, Vraiment, j'ai aimé les designs, les plays designés par Peyton pour Jameis. Faut pas oublier également, parce que là on va parler du scénario où ça se passe bien, faut pas oublier que dans le backfield offensif des Saints, il y a Alvin Kamara. Donc Alvin Kamara ou Dalvin Cook pour le joueur offensif de l'année, faites vos jeux, hein. Kamara, incroyable encore ce week-end, 3 touchdowns, 11 touchdowns sur l'année, je crois que Dalvin Cook c'est 12 touchdowns. Dalvin Cook qui a fait ses stats d'ailleurs contre la défense des Bears. Bon, c'est un peu hors sujet, mais je le précise. Donc il y a quand même Alvin Kamara dans le backfield offensif des Saints. Tu peux complètement t'appuyer sur lui, tant dans le run qu'à la passe. Et c'est là, je pense, où Jameis, pour moi, est vraiment mis dans des super conditions. C'est qu'il bénéficie d'une super ligne offensive déjà, ce qui n'a pas toujours été le cas à Tampa Bay à l'époque. Attention. Super bonne ligne offensive, donc il aura du temps pour progresser dans ses reads, il aura du temps pour l'aider dans son decision making qui est un de ses points faibles. Et au cas où, il a cette espèce de valve de sécurité qui est Alvin Kamara, qui peut rester dans le backfield, qui peut s'écarter un peu sur le côté du play et être vraiment cette espèce de lancer super safe, le petit fade à droite ou le petit lancer à gauche tranquillou là sur 5 yards et ensuite tu le laisses faire le taf en yards après le catch. Camara il peut complètement échapper à des défenseurs et aller gratter les 5 yards qu'il faut pour le first down. Donc Jameis pour moi est vraiment set up dans des super conditions. Il y a la ligne offensive, il y a le running back all around qui peut également te servir à la passe. Il y a Sean Payton qui design les plays. Et putain, il y a Michael fucking Thomas quand même au poste de receveur numéro 1. Attention,
attention, tu lances une balle pas super précise comme James a pu le faire par le passé, Michael Thomas il fait mais pas de galère, je vais te la chercher. Elle est derrière moi, t'inquiète, je te la prends d'une main. Donc c'est Michael Thomas quand même. Et de l'autre côté, t'as Emmanuel Sanders, hein, en receveur numéro 2, vétéran, toute l'expérience. Donc il arrive vraiment dans une équipe. Je pense en plus évidemment que Peyton va passer le message à tous ses vétérans de mettre James en confiance, etc. Ça, je me fais aucun souci là-dessus, sur le côté leadership de l'équipe vis-à-vis de James. Mais euh, au-delà de ça, d'un point de vue purement tactique, d'un point de vue talent autour de lui, il est vraiment super bien entouré. Et je pense vraiment que les Saints peuvent envoyer un gros message s'ils gagnent leur prochain match sans Drew Brees. Un peu comme l'avaient fait les Chiefs l'année dernière, quand Mahomes se blesse et il y a Matt Moore qui vient. Alors ils perdent de peu contre les Packers, mais ensuite ils gagnent le. C'est un match, Matt Moore, ou ils gagnent deux matchs, je sais plus. Enfin, il arrive à accrocher une victoire et on s'est dit, putain, quand même, s'ils arrivent à faire ça avec Matt Moore, quand Patrick Mahomes va revenir, ça va être quelque chose. Et Matt Moore, on est quand même, no disrespect, mais très 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 loin. Le mec était quand même hors de la NFL il y a encore 2 ans, de Jameis Winston. Attention, c'est Jameis Winston quand même qui va starter à la place de Drew Brees. C'est pas un backup type, hein. C'est un mec qui a starté pendant 5 ans en NFL. C'est un ex numéro 1 draft. Quand même, je pense qu'il va nous le rappeler. Je pense qu'il va nous rappeler qu'il a du talent. Je pense qu'il sera très bien entouré par son équipe, très bien coaché. Il est dans les meilleures conditions possibles. On a vu Teddy Bridgewater l'année dernière prendre le relais quand Drew Brees était blessé et partir sur un run de 5 victoires, 0 défaites. Ça lui a reboosté sa carrière, ça lui a permis de signer à Carolina. Lui qu'on disait mort pour le football à une époque. Teddy Bridgewater. Et Peyton s'est complètement adapté à Teddy Bridgewater l'année dernière. En mode, ok, t'es un game manager, t'aimes pas pousser la balle loin sur le fil, t'es plutôt sur des petits lancers, mais pas de galère, mec. On va faire des slants, on va faire des crosses, on va se régaler. T'as Michael Thomas, fais-toi plaisir, lance-lui la balle. Je veux dire, enfin, il a su coacher ça déjà l'année dernière, Sean Payton. Il n'est pas en territoire inconnu. C'est totalement un autre profil, Jameis Winston, que Teddy Bridgewater. C'est même l'opposé. Et je pense qu'il saura s'adapter aux forces de Jameis et limiter ses faiblesses, comme il avait limité les faiblesses de Teddy Bridgewater l'année dernière, qui est un mec qui a un peu de mal parfois à laisser la balle partir, qui a un peu de mal à la pousser loin sur le terrain et à prendre des risques. Il avait dit ok, pas de souci, on va la jouer safe, on va la jouer comme thème, 5 victoires, 0 défaite. Bon, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. On va suivre ça, donc c'est à 19h le Saints Falcons ce dimanche. On va suivre ça de très très près. Le retour de Jameis Winston. Qui aurait pu penser qu'il reviendrait aussitôt? Alors bien sûr, bon là je m'emballe un peu, on va partir un peu dans la science-fiction. Mais qu'est-ce qui se passe si Jameis lâche 3 gros matchs? Est-ce que les Saints le trade à l'intersaison parce qu'il leur a repris de la valeur? Est-ce qu'ils le gardent en se disant putain c'est bon, on a notre backup pour Drew Brees qui prendra sa succession quand le mec va se barrer et du coup ça va se passer comme ça sans souci, sans qu'il y ait de drop-off en termes de production? À voir, ça peut être super intéressant. J'aimerais beaucoup, moi, que Jameis redore un peu son blason, qu'il se refasse un peu une réputation et surtout qu'il gagne les 2 ou 3 matchs là qu'il va starter en laissant une bonne impression. Ça poserait plein de questions pour l'off-season des Saints, ça poserait plein de questions pour l'avenir de Jameis Winston et ça lui ferait surtout du bien à lui. Je pense que les Saints peuvent vraiment envoyer un message. Ils sont sur une très grosse série de victoires. Je crois qu'ils sont sur 5 victoires de suite. Notamment avec donc cette énorme déroute qu'ils ont infligée aux Buccaneers, qui se sont bien repris ce week-end. Tom Brady, 2 matchs mauvais de suite, il connaît pas dans sa carrière. Ça lui est jamais arrivé. Donc voilà, ils sont vraiment en pleine bourre. Je les vois finir l'année très fort. Ils ont toutes les pièces en main pour que Jameis Winston passe un bon week-end, un bon petit après-midi sur les prés de la NFL, comme au bon vieux temps, mais mieux entouré, mieux coaché. Je pense que ça peut lui faire un bien fou. Sinon, vu que c'est le dernier petit podcast du jour, alors je voulais partir sur un petit melting pot.
revenir un peu sur le week-end dernier, comme ça, sur les petits trucs qui ont attiré mon attention. Donc, on a parlé dans un autre podcast de la défense des Seahawks. Je voudrais quand même parler de la défense des Rams, qui est absolument incroyable, qui est première dans énormément de catégories, hein, notamment le nombre de points encaissés par match, qui, je crois, a limité dans plus de 6 matchs cette année l'équipe adverse à 3 points en seconde mi-temps. Enfin, c'est un truc de grand malade, un truc dans le genre. Aaron Donald. On parle beaucoup de Myles Garrett pour le joueur défensif de l'année. Je trouve qu'Aaron Donald est limite encore meilleur que l'année dernière, si c'est possible. C'est fou. Le mec a refait la carrière de Dante Fowler, qui s'était refait une santé auprès de lui. On a cherché quelques sacs. Là, c'est Leonard Floyd qui débarque de Chicago, hein. Chicago, quand voulait plus Leonard Floyd, ancien premier tour de draft. Boum. 3 sacs là ce week-end contre les Seahawks. Il est en train de complètement de se rebooster sa carrière lui aussi. Si tu as envie de rebooster ta carrière de pass rusher, va jouer à côté d'Aaron Donald, hein. Tu prendras quelques billets à la fin de l'année. Donc vraiment incroyable. Jalen Ramsey, ça y est, qui joue complètement au niveau de son contrat, qui a complètement shut down DK Metcalf. 28 yards de réception pour DK Metcalf, hein. Il y a une semaine, on le comparait à Megatron, hein. Donc franchement hallucinant. Ils ont provoqué des interceptions chez Russell Wilson. Grosse défense des Rams. Attention les Rams, hein, avec une défense pareille. Sean McVay au play calling pour ce qui concerne l'attaque. Ça peut aller très loin cette affaire. Le seul problème pour eux, je le redis, comme toutes les équipes qui sont dans cette division, ils sont en NFC West. Ce sera plus compliqué par exemple que les Packers pour finir la saison et pour choper ce first seed. Les Cleveland Browns, alors bon, ils jouaient dans un match, conditions très compliquées en termes de météo contre les Texans. Le match a été reporté 30 minutes à cause de notamment d'éclairs. Il y a de la foudre qui est tombée pas loin du stade. Ils ont plu au budget. Pas très encourageant de les voir galérer contre la défense des Texans. En même temps, les conditions étaient vraiment pas évidentes. Euh, je sais pas trop quoi retirer de cette victoire. On peut voir le verre à moitié plein et se dire que la défense a fait le taf, le verre à moitié vide et se dire que l'attaque a toujours un peu de mal en dehors de cette rushing attack avec ce duo Nick Chubb-Karim Hunt. Quant aux Texans, bon bah voilà, une saison complètement perdue. Ils gaspillent le talent de Deshaun Watson. Euh, Deshaun Watson, il peut pas tout faire non plus. Je disais dans l'autre podcast que Russ n'était pas aidé. Putain, Matthew Stafford non plus. Mais Deshaun Watson, cette année, la vache, c'est un calvaire ce qu'il vit. J'ai vu des. Alors, il y a des rumeurs, des infos qui sont sorties cette semaine, comme quoi les Texans seraient peut-être prêts à garder Romeo Crennel au poste de head coach. Je comprends pas bien le move. Je veux dire, Romeo Crennel, je l'aime bien, hein, mais il a un peu fait son temps dans la NFL. Il a déjà prouvé en head coach que ça marchait pas, que ce soit notamment chez les Chiefs. Je sais pas. Il est à la base orienté sur la défense. J'ai pas l'impression que la défense des Texans ait progressé depuis que Bill O'Brien s'est barré. Je comprendrais pas trop ce choix, mais bon, ce serait pas la première fois qu'un choix de management chez les Texans serait étonnant, on va dire. Rapidement, donc j'enchaîne, hein, j'essaie d'enchaîner assez rapidement. Carolina qui continue d'impressionner malgré la défaite. Teddy B qui démarre donc par un 13 passes tentées, 13 passes réussies. Super match de Teddy Bridgewater. Malheureusement, je crois qu'il lance une interception à un moment, je suis pas sûr. Matt Rule qui tente encore un fake punt, cette fois-ci qui se fait choper complètement par Tampa Bay qu'il avait vu venir. Un peu trop de hurrah football entre guillemets pour les Panthers de Carolina. On a compris que la saison était perdue. Les gars, ça veut pas dire non plus qu'à chaque fois qu'il y a force down, faut le tenter quoi. Mais bon, pourquoi pas, au moins ils sont offensifs, ils sont agressifs. J'aime beaucoup ce qu'est en train de monter Matt Rule. Malgré les défaites, je le répète, c'est une des meilleures équipes de la ligue qui malheureusement joue dans une des divisions les plus compliquées. Et attention à Joe Brady, le coordinateur offensif, il va clairement avoir des propositions de head coach pour l'année prochaine. Les Bucks, rapidement, donc les Bucks qui étaient contre les Panthers, Tom Brady exceptionnel, super match. Tout le monde a mangé, ça y est, ça commence un peu à se mettre en place chez les Bucks. On se dit ça une semaine sur deux. Faut rappeler qu'ils n'ont pas eu de pré-saison, que c'est une équipe avec un nouveau quarterback, un nouveau système.
Beaucoup de nouvelles pièces en attaque. Là, il y a l'intégration d'Antonio Brown, ça se passe plutôt bien. Gronkowski, on oublie trop souvent, mais Cameron Brate, c'est une vraie pièce à jouer aussi dans la red zone. C'est un mec qui a beaucoup de touchdowns. Je crois qu'il a 29 touchdowns en carrière. C'est assez énorme. Une option de plus dans la red zone. Ronald Jones, le touchdown de 98 yards, on l'a tous vu, c'était énorme. Attention les Bucks, hein, vraiment. Pour moi, malgré ce blowout qu'ils ont pris contre les Saints, ça reste une des top équipes de la ligue. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Les Giants qui battent les Eagles, et ça va dans le sens de ce qu'on avait dit dans ce podcast qu'on avait fait sur la NFC East. Les Giants, ça progresse de semaine en semaine. La défense, vraiment, ça fait le taf. Daniel Jones qui prouve qu'il est encore un très bon runner, mais également un bon passeur. Pour moi, il a fait le lancer de la semaine là, quand il fait sa passe. C'est pour finir le match, c'est à Darius Slayton. Magnifique lancé, vous irez voir dans le Game Pass ou dans les highlights du match, il est sûrement dans les highlights du match. Magnifique lancé pour plier le match. Et puis bon, les Eagles, Carson Wentz, encore un match très pauvre. Alors pas de turnover, mais un match très pauvre. Pas, pas folie, pas folie. Seule bonne nouvelle, le pass rush a fini, mais c'est tout. Concernant les Packers, Aaron Rodgers, pas un top match. Il a eu un peu plus de mal de prévu contre les Jaguars. Alors bien sûr, quand on dit pas un top match, c'est pour les standards d'Aaron Rodgers, hein, évidemment. Non, ce qui m'inquiète chez Green Bay, c'est qu'ils ont encore eu du mal contre une équipe qui a un running back physique et qui est une running team. James Robinson, bonne stat line, hein, il s'est bien régalé. Et ça fait plaisir pour les Jaguars. Ils lâchent pas l'affaire dans tous les matchs, même s'ils n'ont qu'une victoire. On sent qu'ils veulent se battre pour le coach Doug Marrone. Et ça fait vraiment plaisir. Je finis rapidement, parce qu'on est déjà à 31 minutes. Les Dolphins qui jouaient les Chargers, c'était toi contre Justin Herbert. Je suis bouillant sur Justin Herbert, je le vois carrément devenir MVP dans les années à venir. C'est la hot take de ce podcast. Pour le coup, le premier mauvais match de Justin Herbert, il fallait bien qu'il arrive à un moment donné. Je trouve le mec ultra talentueux. Je l'ai quand même vu faire de super plays, notamment dans sa lecture de jeu. À un moment donné, il dévie le safety avec ses yeux. Move de vétéran, Maboule qui lâche vraiment. Il est aidé certes par une très bonne ligne offensive et de bons receveurs, donc à voir à l'avenir, mais vraiment je reste quand même très optimiste pour ce mec, mais il faut le reconnaître, mauvais match de Justin Herbert. De l'autre côté, toi, un très bon match, très bon dans le decision making, vraiment toi, très impressionnant ses débuts, il est extrêmement bien coaché pour moi, Brian Flores, au coude à coude avec Mike Tomlin pour le poste de coach de l'année. Quant aux Raiders contre les Broncos, les Raiders, ils ont trouvé la formule, hein. Rush. Tous les touchdowns ont été inscrits par des running backs. Drew Lock en face, encore décevant. Ça sent pas bon pour Drew Lock, hein. Ça sentait bon l'année dernière. J'avais beaucoup d'espoir en lui sur cette saison. Il me déçoit grandement. Je pense que John Elway se pose beaucoup de questions sur Drew Lock et qu'il risque d'y avoir du changement au poste de quarterback l'année prochaine à Denver. En tout cas, il va falloir qu'il sorte une grosse deuxième partie de saison de Drew Lock s'il veut conserver sa place. Et puis on finit avec les Steelers. Oui, alors les Steelers qui ont dérouillé les Bengals. Attention à cette défense, ça peut les emmener très loin. On attend le match contre Baltimore, ça va être chaud. Chase Claypool, voilà, la receiver factory de Pittsburgh a encore marché. Les mecs nous sortent donc dans une draft où il y a genre 15 receveurs qui sont pris au premier tour de la draft, eux ils te sortent un mec qui est pas du premier tour, Chase Claypool, et qui est quasiment le meilleur receveur rookie de l'année. Typique des Steelers, typique de Pittsburgh. 66 sacs de suite, hein, concernant la défense. Le record est à 69. Attention à cette défense des Steelers qui peut les emmener très loin cette année. Et puis les matchs en prime time, donc c'était les Patriots contre les Ravens. Victoire typique Patriots. Conditions de jeu horribles, vous avez dû voir ça, mais c'était même pas de la pluie, c'était un torrent le truc. Hallucinant, il n'y a qu'en NFL qu'on voit ça, ça fait vraiment kiffer de jouer un match dans des conditions pareilles. C'était assez fou. Et victoire typique des Patriots. Alors c'est un peu moche, dans le sens où je crois qu'on a compris que Cam Newton, à la passe, c'est plus ça, quoi. La mécanique, waouh, putain, regardez le jeu de jambes de Cam Newton sur ses lancers, c'est assez moche à voir, hein. John Montana disait
regardez les pieds d'un quarterback et vous saurez s'il est bon ou pas. Putain, tu regardes ce Cam Newton, c'est pas la folie dans la façon où il se place. Mais les Belichick et Josh McDaniels s'adaptent. Ils ont compris que le mec était pas bon à la passe, donc ils font du dink and dunk. Ça ressemble beaucoup aux Bears de Matt Nagy première année avec Mitch Trubisky. Je déconne pas, il y a vraiment une similitude avec un quarterback qui est très porté sur le rush. Ils se démerdent bien. Je sais pas si ça pourra aller en playoff. Comme d'habitude, la ligne offensive est super bien coachée. Ça fait plaisir de voir Isaiah Wynn qui était blessé, l'ancien first round pick pris il y a 2 ans et vraiment contrôler le match. Super bien coaché cette ligne offensive. Il y a vraiment des schémas offensifs qui sont employés en termes de blocking. C'est magnifique à voir. Malheureusement, il s'appuie un peu trop à mon goût sur des trick plays et sur du run. Je sais pas si ça peut aller en playoff cette affaire. Quant aux Ravens, calmez-vous sur Lamar. Je suis le premier à dire que Lamar était un peu surcoté l'année dernière, dans le sens où genre, il fait une saison MVP énormissime évidemment, mais que je voyais toujours des limitations dans son jeu, notamment quand il est mené et que du coup faut passer par la passe. Faut quand même dire, la ligne offensive des Ravens cette année, elle est pas mal banged up. Il y a Ronnie Stanley qui est mort, pardon, qui est blessé jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, 2 jours après avoir signé un contrat à 120 millions, et il les mérite largement, c'est un des meilleurs linemen de la ligue. Marshall Yanda qui est pas là. Le crew de receveur est pas si ouf que ça quand on regarde. C'est headline par Marquise Brown, mais à part ça, c'est pas top. Il a perdu Hayden Hurst qui est parti également, le tight end qui est parti chez Atlanta. Donc, je trouve qu'il faudrait peut-être être un peu plus clément avec Lamar, qui se démerde quand même pas si mal. Certes, il n'est pas au niveau de l'année dernière. Les équipes ont un peu compris comment défendre sur lui, mais enfin, il est quand même à un niveau top. Et puis, les Bears contre les Vikings. Oh, mon Dieu, les Bears, putain. Les Bears, l'attaque est tellement horrible que maintenant, le sujet, c'est est-ce que ils doivent réinsérer Mitch Trubisky au poste de quarterback pour donner un petit sparkling, comme ils disent en anglais, à l'attaque, quoi. Donc en gros, est-ce que Mitchell Trubisky peut revigorer l'attaque des Bears? Quand tu te poses ce genre de questions, c'est que ton attaque est vraiment dans la merde. Et concernant les Vikings, ça faisait plaisir de voir Kirk Cousins être clutch et gagner dans Monday Night Football. Il avait jamais gagné en 10 apparitions. Très clutch cette année sur third down, Kirk Cousins. Très clutch également dans le 4e quart-temps. Attention à ces Vikings. J'en avais parlé dans le podcast sur les attaques sous-cotées. Vraiment, ils sont en train de trouver leur rythme en attaque. Il fait un super taf, Gary Kubiak. La défense, c'est en train de prendre. On disait les Seahawks, ça peut se coacher une défense. C'est en train de prendre les jeunes qui sont derrière dans le backfield défensif des Vikings. C'est en train de prendre. Bonne performance de Jeff Gladney, j'ai bien aimé. Et puis Dalvin Cook qui fait ses stats en partie parce que Hakeem Hicks a été blessé pendant le match, il faut aussi le dire. La défense des Bears toujours au top, mais les Vikings supérieurs. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je ferai peut-être un petit podcast pour débriefer Seahawks Cardinals si c'est un match de folie. Et puis sinon, on se fera un petit podcast pour prévoir la journée tranquillou dans le week-end. Voilà les gars, posez vos commentaires, posez vos questions en commentaire, j'y répondrai au prochain podcast. Allez, ciao les guys.